Hello! Il y a quelque temps, nous avons posé des questions sur votre santé sexuelle, des questions intimes que vous auriez aimé demander à un médecin, mais que vous n'avez jamais osé faire. Nous avons trouvé un médecin, la docteure Liansu Rasunieri, qui va être notre médecin référent sur 4 épisodes. Nous voulons aussi remercier très chaleureusement Audrey et MWE pour nous avoir aidés à récolter toutes ces questions sur les réseaux sociaux. Nous remercions aussi très chaleureusement Dr Liansu, qui nous a donné du temps et surtout beaucoup d'écoute pour répondre à toutes vos questions. Merci à toutes les femmes qui ont posé des questions. Nous vous donnons enfin vos réponses. Bonne écoute! Bienvenue sur BassVav. Bonjour Dr Liansu, bienvenue Bonjour. sur BassVav. Bonjour, merci. Alors merci de nous aider et d'éclairer nos auditrices sur des questions de gynécologie, de l'appareil génital féminin, des maladies et des règles. Alors, la première question concerne l'appareil génital féminin et c'est est-ce que les vagins sont toujours quelque chose? Et est-ce que tu peux nous dire comment on peut prendre soin de sa vulve au quotidien? Comment la laver, l'hydrater? Et est-ce que l'épilation est déconseillée? Et surtout, que signifie laver uniquement la zone externe? Est-ce que ça concerne uniquement les poils pubiens et la peau, ou bien l'intérieur, à savoir la vulve et le clitoris? Alors, bonjour Aude, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que les vagins sont toujours quelque chose? Oui. Comme toute femme, chaque femme est unique, donc chaque odeur de vagin est unique en fonction de l'imprégnation hormonale, en fonction de ce qu'on mange tous les jours, en fonction de notre odeur propre à notre corps. Il y a une odeur spécifique à chaque personne concernant le vagin aussi, qui ne sont pas toujours mauvais. Hein. L'odeur de quelqu'un, c'est pas quelque chose qui sent forcément mauvais, au même titre que pour le vagin. Par contre, effectivement, si le vagin a une odeur très très forte et sent très mauvais, qui est inconfortable pour la personne, à ce moment-là, il faut se poser la question effectivement d'une infection et d'aller consulter. Alors, sinon, comment prendre soin de son vagin et de sa vulve au quotidien en général? On peut utiliser les savons d'hygiène dédiés à l'hygiène intime, type Roger Cavaillès, par exemple, ou d'autres types de savons intimes qu'on peut tout à fait utiliser pour nettoyer au niveau de la vulve. Alors, au niveau de la vulve, c'est au niveau de l'entrée du méa urinaire, donc l'orifice par où passe l'urine. Et au niveau du clitoris et des grandes lèvres, donc c'est la partie externe du sexe féminin, donc on appelle la vulve. Donc à ce niveau-là, on peut y aller, on peut utiliser le savon. On peut également utiliser le savon au niveau de l'anus. Donc nettoyer avec le savon doux l'anus. Mais par contre, attention, au niveau du vagin, ne pas utiliser de savon doux. Pourquoi? Parce que la peau à ce niveau-là est vraiment très sensible. Et le risque, c'est vraiment de décaper la muqueuse au niveau du vagin. La peau du vagin est vraiment très très fine, donc très sujette à n'importe quel type de modification. Si tu utilises un savon à ce niveau-là, on risque de décaper toutes les bonnes bactéries, les mauvaises et les bonnes. Donc, et c'est là que c'est le siège de mycose. Donc faire attention, bien laver avec de l'eau. Donc le vagin, c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur, donc il faut pas nettoyer à l'intérieur. C'est ça. Vraiment c'est ça. À l'entrée, en fait. À la limite, on peut mettre un peu de savon à l'entrée du vagin, mais pas à l'intérieur. La douche vaginale, par exemple, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que le vagin, constitutionnellement, le vagin est dit auto-nettoyant. C'est-à-dire que le vagin se nettoie tout seul grâce justement à tout ce qui est le corée.
c'est-à-dire les pertes blanches. Ce sont les pertes blanches qui nettoient en fait l'intérieur du vagin. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser d'eau même pour nettoyer à l'intérieur du vagin. C'est donc auto-nettoyant. Mais par contre, à l'extérieur du vagin, éventuellement, on peut utiliser un peu de savon. Mais encore là, à ce niveau-là, je le déconseille plutôt de l'eau. Donc, on retient donc que le vagin, donc c'est vraiment ce qui est à l'intérieur, donc tout ce qui est interne. Et la vulve, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc, c'est ça qu'il faut bien nettoyer. Nous avons plusieurs questions qui concernent les règles. Donc, est-ce que tu peux déjà nous définir ce que c'est avoir ces règles? Quelles peuvent être les causes d'une menstruation qui surviendraient 2 fois dans le même mois? Les règles, ou on va appeler aussi menstruation, c'est le matériel nécessaire à la fécondation qui est rejeté tous les 28 jours par la femme, donc à savoir l'ovule et tout ce qui serait nécessaire au développement du fœtus, qui est rejeté par la femme à travers le vagin sous forme de saignement et sous forme de petits caillots. Ça peut arriver parfois. Ça a lieu tous les 28 jours environ. Et le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. Tout simplement. Donc, alors, vous m'avez demandé quelles peuvent être les causes d'une menstruation 2 fois dans le même mois. Oui, c'est ça. Alors chaque femme est unique, donc chaque vagin est unique et chaque cycle de menstruation est aussi unique. Chaque femme peut avoir des règles qui peuvent être régulières, certaines ont des règles qui ne sont pas régulières. Une femme peut aussi avoir un cycle court, donc entre 21 et 28 jours, ce qui peut expliquer l'apparition de règles 2 fois dans le mois. Maintenant, si le cycle menstruel dure moins de 21 jours de manière successive, le mieux est d'aller consulter pour aller faire réaliser un bilan hormonal. Est-ce que tu as des conseils pour diminuer les douleurs de règles? Est-ce que tu as des remèdes naturels, malgaches ou non, pour diminuer ces douleurs? Et surtout d'où elles provenaient aussi en fait. Donc les douleurs de règles proviennent surtout de la contraction de l'utérus pour expulser donc le matériel qui n'a pu être utilisé pour la fécondation et de l'inflammation liée à la destruction de ce matériel. Donc on agit sur les deux. Pour ça, il faut oxygéner du coup les muscles au niveau utérin qui aident à l'expulsion du matériel en faisant du sport. Donc on fait du sport, on va pas faire un marathon non plus, mais enfin on va privilégier la marche, la gymnastique douce, quand même pas faire des pompes ni faire des abdos, mais quoique faire des abdos permet quand même une bonne oxygénation au niveau du muscle utérin. Mais privilégier plutôt la marche ou faire du step aussi, ça peut aider. Alors ça, bien sûr, quand on est suffisamment en forme pour le faire. Hein. Sinon, bien sûr, si pour toutes les femmes, qui restent alitées pendant leur période de règles parce que ça fait mal, on peut utiliser une bouillotte qu'on met donc au niveau du ventre ou derrière le dos, car ça permet ainsi de détendre les muscles aux alentours et ainsi diminuer le processus inflammatoire et détendre le muscle comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut aussi aider le muscle à se détendre par des massages. Alors ça peut être des massages avec le baume du tigre, qui est un mélange d'eucalyptus, de menthe et de camphre. Donc c'est une pommade, hein, tout simplement, une pommade qu'on peut utiliser pour des massages, qui est aussi utilisée aussi pour les douleurs articulaires, les douleurs des muscles en général. Donc on se masse le ventre avec ça. On peut se masser aussi le dos avec ça aussi. Et une bouillotte. On peut aussi utiliser le Ramsar pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser des remèdes gaz, et aussi l'huile essentielle d'eucalyptus qui a été, alors on peut pas dire que ça a été prouvé scientifiquement, mais ça a été prouvé chez beaucoup de mes patientes qui utilisent l'huile d'eucalyptus pour se masser au niveau du ventre, et c'est plutôt pas mal, ça diminue l'inflammation et ça détend les muscles. Donc, je pense que oui, en privilégiant une petite gymnastique douce au niveau des muscles, on peut y remédier assez facilement. Question de règles irrégulières. Enfin, là, c'est le cas d'une fille de 20 ans qui n'a pas d'enfant et elle a des règles irrégulières. Et donc, ce serait dû à quoi? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Chaque femme est unique. Chaque vagin est unique. Chaque cycle est donc unique. On peut avoir des règles irrégulières sans que ça ait une répercussion sur la vie quotidienne. Il y a des femmes qui sont amenées à avoir des règles irrégulières toute leur vie. De leurs 12-13 ans à l'âge de la ménopause, elles peuvent avoir des règles irrégulières toute leur vie sans qu'il y ait quoi que ce soit de grave. Donc pas de panique. Ce qu'on se dit comme balise, ce qu'on se met comme balise au niveau des règles, c'est entre 21 inclus, entre 21 et 40 jours. Tant qu'on a des règles entre 21 et 40 jours, presque, on va dire tous les mois, pas de panique. À ce moment-là, c'est OK. On considère que ce sont des règles normales, même si elles sont un peu irrégulières. En dessous de 21 jours, c'est des règles qui ne sont pas du coup normales, comme c'est des règles au-dessus de 40 jours. À ce moment-là, on se dit il y a peut-être un petit dérèglement hormonal. Ce serait le temps d'aller consulter le médecin pour aller voir, pour aller faire un bilan, une prise de sang, pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'ai des questions concernant les mycoses vaginales. Est-ce possible de se débarrasser définitivement des mycoses vaginales? Est-ce qu'il y a des remèdes naturels efficaces contre ça? Quand il y a des troubles hormonaux, comment peut-on les gérer? Donc, les troubles hormonaux qui sont liés donc aux mycoses ou les mycoses qui sont liées aux troubles hormonaux plutôt? Oui. Alors, la réponse est oui, on peut se débarrasser définitivement des mycoses. À condition de bien savoir comment s'y prendre. Alors, les méthodes naturelles, tout simplement favoriser une hygiène intime. Alors, l'hygiène intime, comme je l'avais dit en début d'émission, il faut bien se laver. Il faut quand même se laver. Ce que je dis, il faut pas trop se laver, mais il faut quand même se laver. À l'eau. Une fois par jour. Pas deux, de préférence. Une fois par jour. Au niveau du vagin, au niveau de la vulve et au niveau de l'anus. Donc, comme j'avais dit, le vagin, on utilisait plutôt préférentiellement de l'eau. Pour la vulve et l'anus, on peut utiliser les savons doux. On évite le port de sous-vêtements en autre chose que le coton. Alors, la dentelle, c'est mignon, mais quand on souffre surtout de mycose, et effectivement, quand on passe toute la journée et quand on souffre de mycose, c'est un peu compliqué. Peut-être attendre justement d'être complètement guéri des mycoses pour pouvoir en remettre. Et pas tous les jours. Plutôt privilégier quelques jours, c'est dans la semaine. Privilégier les sous-vêtements en coton. Éviter le port de vêtements trop serrés. Donc c'est la mode des skinny, c'est la mode des slim et tout, mais en fait c'est la mode des strings, c'est la mode des tangas. Oui, c'est la mode, mais faire juste attention parce que justement le frottement favorise l'apparition de mycoses. Pourquoi? Parce que tout simplement la peau du vagin est très très sensible et très très fine, donc ça la fragilise et ça favorise l'apparition des mauvaises bactéries, des mauvais champignons, quoi. Et ensuite pour les gérer, il faudrait ça c'est pour prévenir l'apparition des mycoses. Maintenant, une fois que la mycose est là, la plupart du temps, ce sont des mycoses qu'on dit à Candida albicans. Donc, ce sont des mycoses. C'est un champignon qui est très 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 connu, qui est retrouvé chez 90% des mycoses. Et la plupart du temps, on peut s'en débarrasser avec une pommade qui s'appelle l'éconazole. L'éconazole qui se trouve même partout à Madagascar, dans n'importe quelle pharmacie, vous trouverez de l'éconazole. Vous l'appliquez sur la vulve et parfois au niveau du vagin, dans le vagin, en pommade, pendant 8 jours, une fois par jour. Et normalement, la mycose est censée partir. Maintenant, si ça part pas, le mieux c'est d'aller consulter. Faut pas s'amuser avec ça. 90% des mycoses, c'est le candida, mais les 10% qui restent, c'est autre chose. C'est qui nécessite vraiment une consultation chez le médecin. Maintenant, par rapport aux variations hormonales, les troubles hormonaux qui sont liés aux mycoses, les mycoses plutôt qui sont liées aux troubles hormonaux, c'est plutôt les mycoses qui sont liées aux troubles hormonaux. Le mieux, c'est de traiter la mycose et bien sûr demander à son médecin un bilan hormonal pour voir effectivement s'il y a possibilité de remédier à ça, pour qu'il puisse prescrire par exemple une pilule pour stabiliser les hormones ou qu'il puisse faire d'autres examens complémentaires s'il y en a besoin. Alors, j'ai des infections urinaires par Escherichia coli, c'est-à-dire des dérèglements de flore vaginale, surtout aux alentours de mes règles, des mycoses vaginales, souvent par le champignon Candida albicans, comme tu as dit, à répétition, sans activité sexuelle.
et je suis basée à Madagascar. Qu'est-ce que je préfère pour m'en débarrasser pour de bon? J'ai aussi des copines autour de moi qui souffrent du même problème pour des infections vaginales. Et j'ai remarqué que quelques jours avant mes règles, j'ai des pertes blanches crémeuses, des démangeaisons qui me gênent beaucoup, et une forte odeur de poisson ou d'odeur acide que je ne saurais vraiment pas décrire, qui me gêne encore plus. Des fois, je n'ai pas les pertes blanches, ce sont des liquides incolores en abondance, mais l'odeur désagréable reste présente. Lors des rapports sexuels, ces mêmes pertes blanches sortent aussi. J'ai suivi des traitements et dernièrement, on m'a prescrit du Clotridunk, le lavage au saforel, mais à la fin du traitement, rien n'a changé. Et je noterai même une sécheresse après tous ces traitements. Ça se calme pendant quelques jours à peine. Je ne suis toujours pas sûre, mais je note que ça va mieux quand je mange moins de sucreries et que je bois beaucoup d'eau. J'ai 21 ans, je n'ai eu qu'un partenaire sexuel. Est-ce que tout cela pourrait être traité et par quels moyens? Et une dernière question qui rejoint un petit peu. Bonjour, mon problème c'est que j'ai trop souvent envie de faire pipi. Donc du coup, vu que je ne peux pas abuser de sortir à chaque fois que j'en ai envie à l'université, j'essaie de me retenir et de ne faire qu'après avoir passé 1 heure. Néanmoins, je sens que je sens mauvais et j'ai un peu honte. Du coup, je peux jamais m'asseoir tranquillement, sans gêne, sans crainte de gêner, d'autant plus que cette odeur dérange les autres. Ce problème a commencé depuis le début du collège et j'ai vraiment envie de me défaire de cette honte. Si vous voulez m'aider, qu'est-ce que je dois faire? Bon, là, vous avez plein de questions. Alors pour répondre à ces 3 questions, effectivement j'ai devancé du coup la réponse pour ces 3 questions. Juste une remarque, les mycoses ne sont pas ne sont pas une maladie sexuellement transmissible. Ça peut se transmettre effectivement juste après un rapport si effectivement le garçon a eu une mycose au niveau de son pénis, ça peut se transmettre, mais ce n'est pas considéré comme étant une maladie sexuellement transmissible. On peut avoir une mycose de soi-même. On peut avoir soi-même une mycose due justement parce que la peau encore du vagin est très fine, donc très fragile, donc très sujette aux bactéries et aux champignons. À la transpiration aussi, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Dû au fait que on utilise des sous-vêtements qui ne sont pas en coton mais qui sont en d'autres matières, et dû aussi au lavage beaucoup trop fréquent au niveau du vagin, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons envie que voilà à ce niveau-là ça soit très propre, qu'on tient beaucoup à l'hygiène. D'ailleurs, la plupart de mes patientes qui viennent consulter pour les mycoses sont très gênées parce que elles sont très très propres, hein. Elles utilisent des produits très abrasifs comme le Citéal. Ne surtout pas utiliser le Citéal. Je connais beaucoup de femmes qui utilisent du Citéal, c'est pour ça que je le dis. Donc rassurez-vous, ce n'est ni une maladie sexuellement transmissible, ce n'est pas une maladie vénérienne ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose malheureusement que soi-même on attrape. On ne produit pas, mais on attrape un peu de manière un peu aléatoire et très fréquente. Donc, comme je l'ai dit, la première solution qu'on peut utiliser, c'est l'éconazole. C'est une pommade qui se trouve en pharmacie sans ordonnance. Donc, on peut demander à la pharmacienne des ovules d'éconazole ou une pommade, que ce soit à Madagascar ou en France. On utilise 1 à 2 fois par jour au niveau des muqueuses, au niveau de la vulve, au niveau de là où ça gratte ou que ça sent mauvais ou que ça coule ou que ça fait mal, ça pique. 1 fois par jour pendant 8 jours. Et si au bout du jour par contre les symptômes ne s'en vont pas, si ça sent toujours aussi mauvais, c'est toujours aussi inconfortable, je conseille vraiment aux auditrices d'aller consulter un médecin parce que il faut vraiment remédier à ça, c'est que c'est autre chose. Alors, à quel âge faut-il commencer à consulter un gynécologue? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge en réalité. À partir de n'importe quel âge, on peut aller consulter un gynécologue de manière habituelle. Généralement, beaucoup viennent consulter un gynécologue lors du premier frottis
qui est théoriquement à l'âge de 25 ans. Maintenant, beaucoup qui ont des problèmes de règles ou de problèmes hormonaux, l'acné, des dysfonctionnements au niveau des règles, qu'on appelle dysménorrhée, des douleurs de règles, viennent consulter un gynécologue dès l'âge de 15 ans. Est-ce qu'il faut consulter un gynécologue même si on ne veut pas encore d'enfant? Alors oui, tout à fait, parce que le gynécologue, il est présent pour le suivi de la grossesse et la préparation de la grossesse, mais tout simplement, c'est le médecin de la santé sexuelle de la femme. Donc, dès le moment où une jeune fille a ses règles, elle peut tout à fait consulter chez le gynéco. Donc, pour ne serait-ce que le suivi de ses règles, des menstruations, de la pilule, si elle en a une, ou tout simplement le suivi hormonal, ou pour le suivi en dehors de la grossesse. Tout à fait, oui. Concernant le suivi gynécologique, est-il vraiment nécessaire d'aller chez le ou la gynéco chaque année? Quels examens sont nécessaires et à quelle fréquence? J'ai lu que le toucher vaginal, par exemple, n'avait pas un grand intérêt. C'est désagréable et on le reçoit à chaque passage. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'aller chez le gynéco? C'est très recommandé d'aller chez le gynécologue, alors peut-être pas forcément chaque année, mais à partir de 25 ans, au moins tous les 2 ans pour faire le frottis. Avant 25 ans, oui, ne serait-ce que pour avoir des conseils concernant la contraception ou concernant les hormones, concernant la pilule, concernant le développement des organes génitaux, les seins, pour avoir tout simplement des informations et pour voir si tout va bien. Les examens qui sont nécessaires, il n'y a pas réellement d'examen, on va dire, nécessaire, si ce n'est l'examen ce qu'on appelle l'examen clinique, c'est-à-dire le toucher, le palper les seins pour voir qu'il n'y a pas de masse ou de kyste. Et malheureusement, donc, le toucher vaginal fait partie intégrante de l'examen clinique. Théoriquement, on devrait le faire, on devrait le faire, pas réellement, mais ça fait partie de l'examen, même chez le médecin généraliste, mais surtout chez le gynécologue. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de voir déjà s'il n'y a pas d'anomalie au niveau du vagin, si au niveau ce qu'on appelle les leucorrhées, donc le liquide qui sort habituellement, les pertes blanches, voilà, si les pertes blanches sont normales, s'il n'y a pas de douleur à la pénétration, s'il n'y a pas de masse du côté de part et d'autre du vagin, de masse palpable qui serait anormalement présente. Et aussi voir s'il n'y a pas de saignements anormaux, notamment au niveau du col de l'utérus. L'examen au spéculum fait partie aussi de l'examen clinique. Donc le spéculum, c'est cette espèce de petite, petite pince qui permet, c'est un bec qui permet on va dire, d'explorer le vagin et le fond du vagin et le col de l'utérus. On est obligé de le faire. Pourquoi? Pour voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau du col de l'utérus, notamment. C'est très très important et voilà. Bon, je sais que c'est pas forcément la partie la plus agréable du monde, mais c'est vraiment nécessaire pour un examen qui est bien fait. Voilà. Peut-on réduire la fréquence des rendez-vous? Je vous pose cette question car ayant moi-même eu beaucoup de mauvaises expériences avec des gynécos, jugement sur ma façon de vivre, médicalisation de ma non-envie de sexe, refus de prescription de tests de dépistage, pression pour prendre une contraception, mais pas celle demandée, pression pour avoir des enfants, attouchements non médicaux. Je me rends compte que c'est malheureusement très courant, à tel point que j'ai du mal à poursuivre mon suivi. Et quand j'y vais, je suis tellement tendue que c'est difficile d'ouvrir le spéculum, c'est très douloureux. Et même avec des sages-femmes qui sont plus douces à l'écoute et qui font leur maximum pour être rassurantes. Alors en France, la fréquence des rendez-vous, on y va vraiment surtout lorsqu'on est symptomatique, c'est quand on a des symptômes, quand on a mal ou quand il y a des problèmes notamment au niveau hormonal, lorsqu'on a des règles qui sont irrégulières ou qu'il y a des grosses douleurs de règles ou lorsqu'on vient consulter pour une contraception ou pour quelque chose qu'on pense anormal au niveau de notre corps, donc au niveau des seins, au niveau de l'appareil génital féminin. La plupart du temps, on définit à peu près une fréquence de rendez-vous de tous les 2 ans. De 2 ans pour un examen de routine. On n'est pas obligé d'y aller non plus tous les 6 mois.
Maintenant, s'il y a des problèmes, ne pas hésiter avant l'examen des parties intimes à en parler à son gynéco, à aborder le sujet, à parler du mal-être, du malaise et exprimer ses gênes et ses ressentis. Il n'y a aucun souci avec ça. Ils sont aussi là pour nous écouter et pour nous accompagner dans ce geste. Vraiment, tout se fait dans la discussion et le respect, donc il n'y a aucun souci à se faire par rapport à ça. Maintenant, à Madagascar, si vous êtes gêné à l'idée d'aller voir un gynécologue, le mieux c'est se rapprocher au moins de son médecin traitant, parce qu'effectivement le médecin traitant c'est certes le médecin généraliste, mais il connaît quand même l'anatomie du sexe féminin, et si vous vous sentez plus proche de lui pour les examens de routine, c'est-à-dire un contrôle, il est tout à fait apte à le faire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On n'est pas obligé d'aller voir un gynécologue pour un examen de routine, même pour la prescription de prise de sang ou d'échographie ou autre. Il n'y a pas besoin d'aller voir forcément un gynécologue pour ça. Maintenant, si vous devez voir un gynécologue, vous pouvez aussi vous faire accompagner d'une personne qui est proche de votre entourage, peut-être votre petite amie ou votre maman ou votre sœur ou cousine. La personne va rester dans la pièce pendant que vous, de l'autre côté, vous allez vous faire examiner par le gynéco. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à parler de votre gène en présence de cette proche-là aux spécialistes. Alors vraiment, tout est vraiment dans la discussion et dans l'accompagnement. Donc vraiment, dédramatisez, n'ayez pas peur et venez accompagner en consultation si besoin. Je pense que c'est ça la clé, venir avec son conjoint ou sa mère ou n'importe qui en fait. Concernant le métier de gynécologue, est-ce qu'ils ont maintenant des formations sur une meilleure prise en charge et accompagnement des patientes, les personnes qui ont été agressées sexuellement, celles qui sont rondes ou grosses, les personnes non binaires et trans, celles qui sont pudiques, celles qui ne veulent pas d'enfants? Alors, chaque soignant, chaque spécialiste reçoit une formation théorique à la fac concernant la prise en charge psychologique, notamment des patients. Donc oui, on en reçoit des formations concernant l'accompagnement psychologique. Alors que maintenant, il est vrai que parfois, la prise en charge peut être mal perçue par les patients parce que pas suffisamment attentionné, pas suffisamment soigneux, pas suffisamment... ou alors on peut trouver que les spécialistes sont dans le jugement ou trop brutal. Le mieux vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'en parler et d'exposer un peu son contexte, parce que c'est vrai que je me place en tant que soignant et praticienne. Quand je vois que la personne arrive, je ne sais pas du tout ni son passé, ni son contexte. Et c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas d'informations concernant le passif de la personne, on aura tendance à agir de manière très standard. Peut-être pas suffisamment humaine, peut-être pas suffisamment proche du patient. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans les deux sens. J'encourage vraiment les patientes à ne pas avoir peur et vraiment d'exprimer leurs émotions et ressentis avant l'examen, pour que le spécialiste puisse au mieux s'adapter au mieux aux patients et optimiser ainsi la prise en charge. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un discours qui se fait dans les deux sens, un dialogue qui se fait dans les deux sens. Je voulais juste rajouter qu'il ne faut pas hésiter en fait à prendre un autre rendez-vous ou à revoir à part le médecin lorsque ça s'est mal passé. Parce que je sais que parfois, parce que je suis médecin généraliste, donc je reçois souvent des patientes qui ont été chez le gynécologue et qui viennent me voir à l'issue de la consultation pour me raconter un peu comment ça s'est passé. Et j'entends parfois qu'effectivement ça s'est pas très très bien passé, que c'était assez inconfortable. On en parle, il n'y a aucun problème, on en discute. Mais le mieux, je pense, encore une fois, pour vraiment désamorcer le prochain examen gynécologique, ce serait vraiment de prendre
limite prendre rendez-vous, même si c'est pas vraiment un rendez-vous, mais vraiment pour discuter de ce qui s'est passé la précédente consultation dans le calme et prendre déjà un peu de recul, peut-être quelques semaines, peut-être d'intervalle entre la première et la seconde consultation. Mais vraiment, j'encourage vraiment les patientes à revenir voir le gynéco et lui en parler. Pourquoi je dis ça? C'est parce que à la fois, ça va permettre aux femmes de se décharger, mais aussi aux praticiens en face, afin qu'ils puissent aussi réadapter son discours, réadapter sa façon de faire, parce que comme je vous l'ai dit, la prise en charge est assez standardisée et chaque spécialiste a besoin quand même d'entendre le retour de ses patientes. Donc c'est très important dans les deux sens. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si votre question n'est pas là, il sera sûrement dans le prochain. Alors ne ratez pas le suivant. À bientôt.